Mesdames, Messieurs, merci d'avoir l'inconscience de passer ce mercredi soir ou ce mardi soir avec moi à propos de Clémenceau. Il y a des sages curieux de tout et des gens de caractère prêts à tout. Mais il y a rarement des gens qui ont les deux, c'est-à-dire qui sont des sages prêts à tout pour leur juste conviction. Clémenceau en était un peu comme les encyclopédistes très engagés. C'était de ces gens qu'on rencontre parfois, ce que j'appellerais des modérés inflexibles. Je dis modérés parce que Clémenceau avait des emportements et des convictions de bronze, on le sait, c'est l'inflexibilité, mais il savait aussi être modéré, je pense à sa relation à la commune, où il a cherché à essayer de limiter les violences et de rétablir la paix. Ces modérés inflexibles jouent un rôle dans l'histoire. C'est des modérés inflexibles qui savent aussi vivre de leurs amitiés, qui sont éclairés par leurs relations. Je pense à Colas, son maître en justice. Je pense à Scheurer-Kestner, dont il avait fait connaissance en prison. Ça laisse des traces, à Sainte-Pélagie en 1862. Ou aussi Aristide Briand, avec lequel il a noué des relations compliquées, mais qui étaient bonnes jusqu'à leur rupture après le passage dans le même gouvernement. Alors, l'annonce parlait de programme. Je vais plutôt vous parler des convictions pour la justice de Clémenceau, et peut-être, j'irai peut-être jusqu'à la vision de Clémenceau pour la justice, et peut-être j'irai même jusqu'à la colonne vertébrale de Clémenceau en matière de justice. Les deux notions sont intéressantes à rapprocher, parce que quelquefois elles sont séparées chez certains. Alors, en préalable, je voudrais prendre deux précautions oratoires. Premièrement, je me suis demandé si j'étais inconscient, innocent, ou peut-être même dérisoire, pour ne pas dire ridicule, de venir parler de Clémenceau ici, devant une concentration de sciences de très haut niveau sur Clémenceau. Bon, mais dans la vie, il faut quelquefois se jeter dans l'eau, et puis j'en sortirai mouillé, et c'est tout. Et vous aurez été patient, je vous en remercie. Aussi, je ne vais pas vous faire une dissertation, mais je vais revendiquer la subjectivité et vous dire mon regard sur Clémenceau et la justice à travers 50 ans d'observation de la justice, puisque je passais le concours de l'École nationale de la magistrature il y a 50 ans. C'était d'ailleurs une expérience sur laquelle je reviendrai peut-être tout à l'heure, si vous le souhaitez. Alors, les choses sont contrastées et contestées. Clémenceau et la justice, c'est pas un chemin couvert de roses et tout plat. Il est escarpé avec des succès et des reculs, mais il y a 7 points que je crois qui ne sont pas tellement discutables. Comme dans les autres domaines, le courage, la fougue et la clarté d'expression tranchante étaient là pour Clémenceau. En février 1898, il commente comme un communiqué militaire la condamnation de Zola dans l'affaire Dreyfus à 1 an de prison. Citation, Zola est condamné à 1 an de prison, point, c'est bien, point, l'avenir jugera les juges. Et ce thème fin de citation, et ce thème de l'avenir jugera les juges, pas que l'avenir, lui-même et les citoyens, c'est quand même le choc des mots, presque l'allitération dit quelque chose sur Clémenceau. Les juges peuvent être jugés. C'est-à-dire que son regard n'est pas absolument naturellement porteur de charité apostolique. Et le deuxième point, ce qui me frappe et que je trouve très intéressant en justice pour un homme politique, sans arrêt, il va faire l'aller et retour entre des grands principes républicains, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les grandes orientations qui l'inspirent, et des cas pratiques.
les étudiants en droit savent ce que c'est qu'un cas pratique, et bien lui, comme commentateur, il va épingler, il va y avoir la technique Calas de Voltaire. On prend un sujet et on le décortique et on en fait un symbole, et il a une capacité à grandir des petits sujets. Il n'y a pas de petits sujets en justice quand ça nous touche individuellement. Enfin, il passe du général au particulier. Je signalerai en passant, dans ce que je vais vous dire, cette itération qui me paraît très intéressante. 3. Avant même toute la littérature française et européenne sur le point, le juge est indépendant et impartial. Peut-être dans sa tête, impartial et si possible, indépendant. 4e, l'idée que, et ça c'est les bons spécialistes de la justice qui arrivent à ce sujet, mais ils n'y arrivent pas tous, y compris en milieu politique, la justice au sens institution judiciaire, ne se limite pas à l'institution judiciaire. Elle s'appuie sur d'autres services publics, elle s'appuie sur les avocats. Moi, quand je vais dans un pays étranger, je demande comment sont traités les avocats, et je sais où je mets les pieds. Et ça, Clemenceau le savait, qui était sa vie, à plusieurs reprises, l'a amené à avoir besoin d'avocats. Il avait des amis avocats. Et j'oublie pas que Picard et Dreyfus ont été aussi sauvés par des avocats. 5, il y a des constantes qui sont presque consubstantielles, qui ne se discutent pas, qui ne se raisonnent pas. Feu sur la peine de mort. Voilà, il y a des gens qui se dressent et qui sont inébranlables, bien avant que l'opinion les suive. Et ça, pour moi, ça qualifie quand même un homme politique, surtout quand il ne se trompe pas dans le sujet qui est vital pour lui. 6, il a réfléchi sur un point d'une actualité brûlante, la justice et les citoyens, la justice et nous. Il s'intéresse au jury, dans la nouvelle qu'il a rédigée, Maître Baptiste, il se souvient où il feint d'imaginer un paysan qui jugerait aussi bien que les juges les plus compétents. Alors, comme c'est quelqu'un qui vous parle, qui a passé 45 ans à faire le juge, il n'y a pas de jury dans la justice administrative, c'est quelque chose qui m'interpelle au moment où on développe pas mal la nouvelle loi sur les tribunaux criminels départementaux qui vont juger les crimes sans jurer. C'est un bouleversement historique. L'intuition de Clemenceau que le peuple a son mot à dire dans la justice sans démagogie, et pas pour une justice populaire à coups de faux, mais il a réfléchi sur l'utilité des citoyens. Et puis, c'est quelque chose aussi qui dit beaucoup sur la justice actuelle, le juge n'est pas fait pour s'opposer au choix des partis politiques. Alors, et des partis politiques qui suscitent le gouvernement constitutionnel. Alors, je ne parle pas de gouvernement des juges, mais ça sera quand même une constante de sa réflexion qui, je crois, a été aiguisée par ces merveilleuses lettres d'Amérique quand à 26 ans il est aux États-Unis et il voit la procédure d'impeachment commencer contre le président d'alors. Il voit les soubresauts très violents entre le Congrès, la majorité, la minorité, le président. Il voit les manœuvres et il tient le registre, le journal de ces affrontements où le droit est une arme. Et ça, je pense qu'il ne l'oubliera pas, contrairement à ce qu'on dit quelquefois, la justice anglo-saxonne, c'est pas un long fleuve tranquille. Et je trouve, moi, personnellement, mais c'est la vue d'un juriste, que ces lettres d'Amérique sont parmi les documents les plus passionnants quand on s'intéresse à Clemenceau, et au-delà, quand on s'intéresse au droit et à la démocratie. Et à partir de là, et je termine mon premier point d'introduction sur ce que je sens de Clemenceau, c'est on le sent presque heureux de la tension. C'est un merveilleux gestionnaire de tension, aiguiseur de tension avant d'être un apaiseur de tension, entre le respect de la justice et le devoir d'indignation qui, dans certains cas, doit même submerger la justice selon lui. Et heureux les juges qui sont capables d'entendre l'indignation, non pas pour se plier à l'indignation, mais pour en tenir compte demain dans leur jurisprudence ou dans l'explication de leur jurisprudence et de ces changements.
Alors, par son regard de journaliste, c'est-à-dire d'observateur, qui s'échangeait la focale, tantôt monté au niveau de paix et guerre entre les nations, comme dirait Raymond Aron, tantôt rentré fougueusement dans un conflit de voisinage qui révèle les tensions sociales et les rapports sociaux. Il n'y a pas de petites affaires, comme je l'ai dit. Une injustice reste une injustice. C'est pour ça que les militaires de l'état-major qui pensaient que l'affaire Dreyfus resterait une petite affaire, elle aurait pu rester une petite affaire. Un capitaine suspecté de collaboration avec un État étranger, ça se trouve, il n'y a pas de quoi en faire un plat, ni même un livre, ni même une affaire. Mais ce ressort très ferme de quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas de petite affaire quand il s'agit de liberté, moi, me sert un peu de référence. Alors, cette petite mise en bouche tentée, je passe à mon deuxième point, rassurez-vous, il n'y en aura que 4. Je passe à mon deuxième point qui est 4 constantes dans sa manière d'appréhender la justice, qui me paraissent caractériser Clemenceau. Le premier de ces traits, c'est la liberté de penser. Dans un de ses livres, après les lettres d'Amérique, que je préfère, c'est tout à fait banal, c'est un de ses premiers livres et une référence tout à fait passionnante, c'est La mêlée sociale, 1895, chez Charpentier, tout bruissant d'indignation, et qui commence par un mot qu'on entend beaucoup, et que j'ai abordé dans mon dernier livre, La société du dédain, ceux d'en bas et ceux d'en haut. C'est un vocabulaire, on a beaucoup parlé des invisibles, d'une série de livres sur la séparation de ceux qui sont en bas de l'échelle, de ceux qui sont en haut. Ce livre, et qui commence comme un coup de poing par ceux d'en bas, qui est un vocabulaire, on croirait, du Christophe Juilly, ce vocabulaire, c'est comme un coup de poing. Partie ceux d'en bas, ça commence par la faim et par la misère qui produit des conséquences en matière de justice, avant d'arriver de ceux d'en haut qui ont la puissance et la certitude qu'ils sauront continuer là où ils sont avec tous leurs droits. Ce livre sur la liberté de penser, qui revendique la liberté de penser les relations sociales et de dire la vérité même quand elle est rugueuse, est très intéressant. Il traverse la question du droit de vivre et du droit de survivre. Il traite des grèves, du travail, des anarchistes. Il traite de Caserio, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que Caserio, donc, qui assassine Sadi Carnot, le 24 juin 1894, a fasciné les plus hauts magistrats de ce pays. Vous savez bien que Pierre Truche, l'ancien premier président de la Cour de cassation, a consacré un petit ouvrage à Caserio. Et Caserio dit tout de l'État démocratique qui laisse prospérer, parce que c'est la liberté, l'anarchie, le droit de contester les institutions, mais qui ne laisse pas le droit de jeter des bombes dans l'hémicycle, comme c'est arrivé à cette époque. Et Caserio tue le président de la République, qui avait, comme beaucoup de personnalités, demandé à ses gardes du corps de s'écarter un petit peu. Et là, on voit le conflit entre le devoir et la conscience individuelle. Le devoir d'un garde du corps, c'est de garder le corps du président. Et donc de jamais s'éloigner, surtout quand le président lui dit « écartez-vous ». Et les gardes avaient laissé un peu d'espace autour du président qui voulait pouvoir saluer. Et ce geste humain à l'égard de leur patron a été une grosse erreur professionnelle. Et là-dessus, Caserio exerce le droit d'assaut et de régicide des anarchistes. Alors, c'est très intéressant de voir comment Clemenceau évoque ce sujet.
Et il arrive, malgré ces événements qui tendent absolument l'ambiance, écrire en 1894 en France, des juges décident qu'une pensée humaine sera supprimée et la puissance de l'atavisme est telle que personne n'a témoigné aucune surprise. Ça, c'est ça là qui pour moi est enthousiasmant, la capacité à dire mais dans le silence, moi je dis que c'est pas normal. Et j'appelle de mes vœux, quand je suis à l'école de la magistrature aujourd'hui, je cite des phrases comme celle-là, n'acceptez pas ce qui vous paraît normal. Ayez toujours une faculté d'interrogation, est-ce que je suis dans le juste? Alors là, pour tout le monde, ça paraît normal qu'on ait des lois qui limitent la liberté de penser et de communiquer. Et Clémenceau continue ironiquement, personne n'a témoigné aucune surprise qu'il y ait des lois. De fait, pourquoi s'étonner? C'est un progrès. La mort paraissait aux simplistes un argument sans réplique, où on a commencé par tuer des hommes qui pensaient autrement que les médiocrités gouvernantes. C'est quand même au vitriol, mais ça a le mérite de rappeler que le droit, l'exercice du droit, est une constante interrogation. Je dis souvent à mes étudiants, dans le droit, la question est plus importante que la réponse. Il peut y avoir des réponses différentes, des gradations dans la sanction, des sanctions ou pas, mais l'art de poser les bonnes questions est absolument vital dans le droit. Et c'est d'ailleurs le travail des avocats, de poser les bonnes questions. Après, les juges refusent ou pas les questions, ils en soulèvent par des moyens d'ordre public qui n'ont pas été posés. Mais dites-moi comment les questions sont posées, je vous dirai si vous êtes une bonne juridiction. Et là, Clémenceau, il avait compris ce point. Deuxièmement, la protection du faible. Je suis ravi quand je lis dans la presse du 21 février 1896 Clémenceau qui s'indigne de ce qui s'est passé dans le bateau de pêche le Baucis où on assassine un petit mousse. Affaire de faits divers qui aurait dû n'intéresser personne. Et Clémenceau en fait toute une colonne du temple du droit. Le tribunal de Fécamp, vous voyez, Clémenceau il s'intéresse au tribunal de Fécamp. Il n'y a pas de petites affaires. Clémenceau écrit « Le tribunal de Fécamp vient de punir ce crime abominable de quelques mois de prison ». L'équipage qui avait fait cet esprit de meute que les policiers voient quelquefois dans les complots criminels, même de bas étage, ils avaient tous donné la même version pour se couvrir les uns les autres. Quelques mois de prison. Si je suis ennemi de la peine de mort, écrit Clémenceau, j'avoue que cette répression de pure forme ne me paraît pas témoigner chez les juges d'un état d'esprit très supérieur à celui du bourreau. Ça s'appelle pas tellement mâcher ses mots, et ça dit quand même les choses. La mort d'un enfant injuste, par crime, est un crime abominable. Et ça, je pourrais m'arrêter là, et j'aurais déjà marqué mon estime et mon intérêt pour Clémenceau. Alors, il pense après comment ses propres commentaires qui font ressortir ce fait divers vont être lus. Les braves gens qui liront le procès de Fécamp concluront simplement « Bon, allez, il faut protéger les mousses ». Moi, je réponds qu'il faut protéger les moindres, au sens les petits. Plus généralement, utiliser au profit des faibles la puissance sociale, qui est aujourd'hui l'instrument d'oppression des forts, etc., etc. Vous voyez ce que je disais? D'une petite affaire, il fait une théorie. Troisième fondamental de Clémenceau, le travail. Là, on sort des institutions judiciaires. Je n'oublie pas que il y a bien des années, j'étais directeur de cabinet de la ministre du Travail, et tous les matins, quand j'arrivais au bureau, je voyais René Viviani qui me regardait, puisque le buste était tourné vers le ministère, dans les jardins du ministère du Travail, rue de Grenelle. René Viviani, élu de la Creuse, personne tout à fait extraordinaire. Il y a une communication à Guéret en juillet sur René Viviani, pour ceux qui passeraient dans le coin. C'est un peu improbable, mais je me permets quand même de prendre des audaces. René Viviani était le premier dans l'histoire de la France, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, ça s'oublie pas. Alors,
Clémenceau et la justice, je suis totalement admiratif au moment des combats sur l'écologie, etc., que moi-même, longtemps, j'ai pris peut-être pas assez sérieusement, mais qui maintenant explosent par leur importance. Clémenceau est capable de se lever du 4 août au 23 septembre 1904 sur la céruse, ce produit chimique qu'on utilisait dans la peinture et qui portait atteinte à la santé des ouvriers, des industries de la peinture. Être capable de passer de la paix et la guerre entre les nations, comme je le disais, à la céruse dans telle usine avec 3 ouvriers qui sont morts. Et alors, comment il fait sortir ce sujet d'industrie, de risque industriel, de sécurité, alors un langage d'administrateur bien policé, qu'il m'arrive de connaître, aurait dit il y a un danger industriel qu'il s'agit de traiter avec les moyens appropriés. Et alors, ça c'est du X, Y. Clémenceau prend la plume et attaque dans l'Aurore. Il s'agit d'empêcher des hommes de tuer des hommes. Comme définition du droit du travail, quand j'entends quelquefois le droit du travail, ça gêne la production, etc., il s'agit d'empêcher des hommes de tuer des hommes. Simplement, trouver des sanctions légales, jusqu'à présent, il n'y en avait pas. L'interdiction aura été votée le 30 juin 1903 par la Chambre, mais bloquée au Sénat. Il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'on découvre, le Parlement ne marche pas. Le Parlement, il est fait pour gérer des désaccords et des blocages. Moi, ça me plonge pas dans la terreur. Bloqué au Sénat. La loi sera reprise par le ministre suivant, Viviani, et promulguée le jour du départ de Clémenceau renversé de son gouvernement. Donc là, c'est aussi l'interdiction à des hommes de tuer des hommes par le travail, par la non-prise de protection quand on connaît le risque. On a vécu l'amiante, etc. La France n'est pas exempte de drames comme d'autres pays. Mais ça veut dire qu'il faut écouter les alertes. On n'a d'ailleurs pas besoin des lois sur les lanceurs d'alerte. Elles arrivent, elles sont très bien. Je ne sais pas ce qu'aurait dit Clémenceau, des lois sur les lanceurs d'alerte. Mais lui, il était un lanceur d'alerte. Il a besoin de personne et pas de loi et pas de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a créé des lanceurs d'alerte. Il sait mener des combats qui durent jusqu'à l'aboutissement. Il n'y a pas que l'affaire Dreyfus, la céruse en est une autre. Et indirectement, je participais au comité des États généraux de la justice l'autre jour, qui a beaucoup travaillé sur la justice du travail, les nouvelles règles des prud'hommes, la sécurité au travail. Et bien, à mes yeux, par ces combats, Clémenceau est un des fondateurs lointains de la justice du travail. Il n'a jamais oublié finalement sa participation à l'enquête dans le Nord après la grève des mineurs d'Anzin en 1884. Le Parlement décide une commission d'enquête et il y a un rapport de M. Clémenceau qui est allé sur place faire un vrai travail de parlementaire. Je rappelle qu'aujourd'hui encore, les parlementaires devraient, à mes yeux, faire plus souvent des contrôles sur pièce et sur place. Ils ont le droit. Clémenceau, il a fait, une de ses missions parlementaires les plus célèbres, c'est en droit du travail. Qu'est-ce qui se passait? Comment les grèves s'étaient passées? Quels étaient l'équilibre des mines? Est-ce qu'on maltraitait les mineurs? Et 4, après, si vous m'avez suivi, la liberté de penser, la protection du faible, le travail, l'ordre. Alors Claude Simon dit, dans un de ses romans, le prix Nobel, dit que l'ordre, il préfère quand ça s'écrit avec un petit O et pas avec une majuscule. Je suis de ceux qui pensent que Clémenceau serait pas loin dans sa pensée de mettre un O. Mais la République était naissante, je prends acte de ce que l'ordre est important.
il est pour la hiérarchie, il est pour une hiérarchie consentie, expliquée, mais qui prend ses responsabilités pour faire respecter l'ordre. Il raconte dans l'antipatriotisme devant le Sénat, un de ses grands discours, qu'il avait eu à connaître d'une plainte assez curieuse. Je suis, disait un ancien soldat, depuis 3 ans dans la tranchée, j'ai 3 blessures et je n'ai même pas eu la croix de guerre. Or, un de mes camarades l'a obtenue pour avoir donné un poulet et une bouteille de vin à son capitaine. Et devant le Sénat en disant ça. Il ne faut pas rire, parce que les sénateurs s'esclavent, Clémenceau continue, il ne faut pas rire, car cela veut dire quelque chose. Je suis sûr que monsieur le ministre de la Guerre le comprendra. Et l'italique dans les comptes rendus de débat disent le ministre de la Défense répond par l'affirmative. Donc il est capable de dire voilà, il y a eu une injustice, une croix qui n'a pas été donnée à quelqu'un qui a souffert. Bon, c'est l'ordre des choses, le soldat concourt à l'ordre. Alors ce sentiment de l'ordre le mènera à une pensée toujours ferme sur le rapport justice-police. Et c'est un des penseurs auxquels les chercheurs en matière de police se réfèrent encore. Ces années de gouvernement 1906-1909 ont été le terrain, tout le monde le sait, les brigades du Tigre et de la police judiciaire, qui est un sujet. J'ai parlé des avocats tout à l'heure. Mon deuxième référence quand je suis dans un pays lointain, je demande comment est faite la police judiciaire, c'est-à-dire la recherche, l'identification et le défèrement au juge du malfaisant ou du délinquant. Et il a pensé la police judiciaire, c'est-à-dire ce rouage hypersensible pour les libertés entre la force et la justice, que je n'appellerai jamais chaîne pénale. Je pense que Clémenceau n'aurait jamais appelé le rapport entre la police et la justice chaîne pénale, comme si on avait besoin d'utiliser une image où la police et la justice seraient la même chose. Rien ne ressemble plus à un maillon qu'un autre maillon. Et je pense que Clémenceau a pensé justement police et justice dans un rapport qui n'est pas du tout de maillon à maillon, qui est un rapport complètement différent. La justice et la police ont des rôles différents, d'où cette très importante définition de la police judiciaire, création de la police judiciaire, et cette instruction co-signée par Clémenceau, président du Conseil et ministre de l'Intérieur, par son garde des Sceaux et par son ministre de la Guerre, qui était Picard, sur lequel j'ai travaillé, comme vous l'avez rappelé. Cette instruction très intéressante du 20 août 1907, sur laquelle nous avons vécu 100 ans, et qui posait une question fondamentale, là aussi, pour nos libertés, et qui apportait une réponse. On ne fait appel en ordre public à l'armée que dans des circonstances exceptionnelles et sur réquisition écrite. Je suis de ceux qui regrettent un peu ces dernières années un léger assouplissement dans les conditions dans lesquelles on peut utiliser des moyens militaires, y compris blindés, etc., dans le maintien de l'ordre. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe. Ça date d'il y a quelques années. La circulaire Clémenceau-Picard avait duré 100 ans. C'est des choses où Clémenceau nous parle, là. Donc, cette réquisition écrite montrait que, sans hésitation, utiliser la force, mais sans hésitation non plus, lui imposer des formes et des préalables et des traces. Parce qu'une réquisition écrite, ça engage celui qui a écrit et qui a dit « il me faut 2 véhicules d'avant blindés pour bloquer une manifestation qui risque de tourner à l'aigre ». Ben, c'est une prise de responsabilité. Quand vous commencez à faire ça par téléphone, bon. Ça m'amène, ces 4 points, à ma partie suivante, qui sont vraiment une part de subjectivité avant d'arriver aux 7 colonnes du temple des considérations de Clémenceau pour la justice, et je ne serai pas trop long. Quelques considérations très subjectives vis-à-vis de la justice. Il faut être Clémenceau pour écrire un livre sur l'iniquité. C'est un beau terme, c'est la terreur d'un juge, la terreur de se tromper, la terreur de ne pas prendre la bonne preuve, la terreur de faire jouer la présomption
pour autre chose que pour l'innocence. Je lisais la semaine dernière dans Le Monde l'accusé présumé. Je l'ai dit aux journalistes. Ah bon? Il me dit, non, c'est un scandale. Le terme présomption ne va qu'avec la présomption d'innocence. Donc, écrire un livre sur l'iniquité qui commence par la justice, à l'unanimité, le Conseil de guerre a décidé, le capitaine Alfred Dreyfus, coupable de trahison. Il faut pouvoir mettre une décision de justice, ça se commente. Et ça se commente respectueusement, mais catégoriquement si on estime qu'elle est mal justifiée. Avoir ensuite, quand on s'appelle Clémenceau, créé un journal qui s'appelle La Justice. D'ailleurs, ça m'amusait dans le beau dictionnaire sous la direction de Jean-Noël Jeannet. Quand vous allez voir la rubrique justice, c'est La Justice, c'est le journal, c'est un petit clin d'œil. Mais avoir appelé son journal La Justice, dans son premier numéro, le 16 janvier 1880, un édito non signé, mais auquel on peut penser que Clémenceau n'était pas loin, écrit « Dans nos lois fiscales, dans notre régime social, dans nos institutions publiques, dans notre pratique de nos gouvernements, dans les travaux de nos légistes, où donc est la justice, ou seulement le souci de la justice ?» Je ne vais pas faire de politique, mais je prends cette phrase, je la mets dans certains débats parlementaires d'aujourd'hui, et on a les mêmes interrogations, jusqu'où la justice doit inspirer les législateurs. Et toujours dans sa technique de partir d'un petit point pour en faire un symbole et une interpellation des citoyens, La Justice, dans le numéro 6, donc au tout début de sa publication, le 21 janvier 1880, ouvre les hostilités contre le pauvre président Vanesson, président du tribunal de première instance de Grès, en Haute-Saône. Je dis le pauvre président Vanesson, parce que quand on est président à Grès, on s'attend pas de recevoir un missile autocommandé de la part de Clémenceau dans un journal. Mais c'est ce qu'il fait, et il se moque de ce président. Voilà un curieux exemple de l'état d'irritation dans lequel se trouvent en ce moment certains magistrats réactionnaires qui se croient menacés dans leur forteresse inamovible par les projets de loi sur la réforme de magistrature. Le président Vanesson avait fait un commentaire, comme ça arrive souvent aujourd'hui encore dans les cérémonies de rentrée solennelle de magistrats. Ils se permettent de critiquer tel ou tel aspect de la politique. Ça avait fait bondir Clémenceau. Et pan pour le président Vanesson qui reste immortel grâce à la pique que Clémenceau lui a envoyée. Clémenceau va veiller et s'intéresser beaucoup plus que beaucoup d'autres personnalités après lui et jusqu'à aujourd'hui à l'institution judiciaire, à ce qu'on appelle la carte judiciaire, au changement de poste, et le 21 janvier 1880, le garde des Sceaux, Cazot, présente un projet qui n'y va pas de main morte. Il sera procédé dans le délai de 6 mois à la reconstitution générale des cours et tribunaux. Les réductions de la présente loi porteront sur l'ensemble du personnel. C'est le coup d'accordéon, on sort des magistrats pour en nommer d'autres, ça s'appelle une épuration. Et c'est resté historiquement, c'est l'épuration républicaine, sur laquelle des travaux beaucoup plus savants que les miens ont été faits. Et Clémenceau suit ça avec intérêt. Ça ne le choque pas qu'on reconstitue une magistrature sur des principes républicains, mais avec pour le coup une substitution de certains magistrats modernes ou conformes à l'idéologie du temps, qui est l'idéologie de la République. D'ailleurs, Clémenceau respecte les juges qui respectent la République, pas l'inverse. Il signe 2 articles le 22 juin 1880, au moment de l'ébullition qui va mener à la grande loi de réorganisation de la justice de 1883, d'où, entre parenthèses, est issu le CSM. J'ose pas, en étant membre maintenant, j'ose pas chuchoter que le CSM est issu d'une loi d'épuration. Bon. Mais c'était mieux que rien. Il y avait déjà la création d'un organe
qui se trouvait être la Cour de cassation, il y avait déjà l'idée que la justice était trop importante pour être laissée uniquement aux mains du gouvernement. L'épuration républicaine de la loi du 30 août 1883 prévoit en son article 11, écoutez bien quand même, c'est des termes que Clémenceau ne critiquait pas, dans un délai de 3 mois à partir de la promulgation de la présente loi, il sera procédé, par application des règles ci-dessus établies, à la réduction du personnel des cours d'appel et des tribunaux. Les éliminations porteront sur l'ensemble du personnel indistinctement. C'est vraiment le bouleversement radical, le grand soir. Même l'épuration post-Seconde Guerre mondiale n'a pas été aussi puissante. Il faudra attendre le décret Sarrien, juste avant la prise du gouvernement par Clémenceau en 1906. Sarrien était en son prédécesseur. Le décret Sarrien du 18 août 1906 qui revient à quelque chose qui nous paraît évident, le concours. Et on a eu quand même cette période, c'est aussi ça, les républicains et les clémencistes. Et puis toujours dans ce qui me fascine et m'intéresse, c'est le tir de barrage sur l'affaire, l'iniquité, la réparation, avec notamment vis-à-vis du colonel Picard, quand le colonel Picard est foulé aux pieds, dégradé, chassé de l'armée, mis en prison, et avant d'être mis en prison, envoyé dans une zone où il risque de prendre une balle. Il y a quasiment un article par jour de Clémenceau qui connaissait pas spécialement Picard et qui s'y est intéressé simplement parce que c'était la vérité. Alors, je saute aux 7 colonnes du Temple quand je rapproche ces deux mots, Clémenceau et la justice. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je le dis à ma manière et selon ma hiérarchie. Premièrement, sur le pénal, il n'a pas peur de la sanction, mais il sera inflexible sur la justesse de la justice. Dans Le Journal du 21 décembre 1895, en première page, c'est pas une affaire pour spécialistes, la justice, en première page, Clémenceau défend Louis Cauvin, condamné par erreur aux travaux forcés. Voilà encore un sujet, petit fait divers, qui aujourd'hui ne serait même pas mentionné dans les journaux, et il a été condamné à tort, et la manière dont on le va réparer l'erreur faite ne satisfait pas du tout Clémenceau, et il va agir en ce sens. Mais surtout, Clémenceau veille à ce que le jury populaire soit composé. Il pense, c'est un bel éloge du jury qui ferait bien d'être cité à l'Assemblée nationale en ce moment, il pense qu'un homme, citation, dont ce n'est pas l'habitude mise en demeure de se prononcer sur le sort de ses semblables, il regardera de près. Fin de citation. L'homme dont ce n'est pas l'habitude, c'est-à-dire des juges non professionnels, il regardera de près. Vous allez me dire, c'est quand même la première chose qu'on m'a demandé aux juges, d'y regarder de près. Bon. Et enfin, contre la peine de mort, ça fait partie des abolitionnistes absolument convaincus. Il aura 2 gardes des Sceaux quand il est président du Conseil, président du gouvernement en 1906. Guyot de Seine, abolitionniste convaincu, puis Aristide Briand, abolitionniste convaincu. Le président Fallières est un abolitionniste convaincu, il va gracier, mais malgré ce staff de personnes qui ont une position minoritaire et qui savent ce que ça peut leur coûter d'être abolitionnistes, ils n'arriveront pas à faire voter la peine de mort. Mais Clémenceau est une référence, et Robert Badinter s'en souviendra quand il réussira à abolir la peine de mort. Le deuxième sujet qui est très intéressant et qui a joué un rôle très important dans la construction des républicains, c'est la prison.
le député, chacun revient à ses origines, même empruntées, le député de la Creuse, Martin Nadeau, prolétaire devenu député et préfet de Gambetta, et puis député de la Troisième République vers les années 1880, a beaucoup fait pour les accidents du travail, pour la protection contre les accidents du travail, la formation des jeunes filles, la formation professionnelle, et c'était ça, les hommes et les femmes éclairés du temps. Il a contribué à créer le Conseil supérieur de la pénitentiaire, qui était une instance qui pensait la politique pénitentiaire. Donc les républicains éclairés, et Clémenceau n'a pas pu ne pas s'intéresser à la prison, ne serait-ce que parce qu'il avait été détenu lui-même. Et les hommes politiques qui sont passés en prison pour des raisons respectables, Clémenceau, c'était parce qu'il avait fait de la propagande républicaine, 73 jours à Mazars en 1862, on s'en souvient. Et donc Clémenceau a beaucoup réfléchi sur l'autocontrôle du politique quand il parle de prison. C'est-à-dire pas faire une échelle de perroquet sur plus de répression, mais penser à rétribution et penser à relèvement. C'est les deux R de Clémenceau, et c'est très moderne d'une certaine façon. J'ai dit qu'il avait été en prison, il s'en souvient. Il se souvient aussi qu'il allait voir Blanqui et d'autres en prison. Il se souviendra aussi qu'il est allé porter secours psychologique à Picard quand Picard était emprisonné en prison civile ou prison militaire, totalement arbitrairement et injustement. Clémenceau était là. Et il sait dire ce que disent certains hommes politiques élus, puisque maintenant les députés et les sénateurs ont porte ouverte, si je puis dire, dans les prisons. Ils ont même le devoir d'aller dans les prisons. La loi l'a précisé. Eh bien, Clémenceau n'avait pas attendu la loi de 2000 pour aller dans les prisons. Souvent, il disait « j'ai visité plusieurs fois la petite Roquette, Mazas ». Il allait voir comment ça se passait, et ça, c'est une grande force. Pas de terra incognita. Troisièmement, au civil, eh ben, il s'est intéressé avec une vision assez moderne d'un sujet qui trouble souvent les Français encore aujourd'hui, je dirais le droit et le sexe. Tout ce qui est relation entre les sexes, divorce, considération licencieuse, etc., a intéressé Clémenceau de manière assez novatrice. Le 26 avril 1893, dans la Dépêche, il se moque, il écrit un article « Le sénateur et la racoleuse ». Le sénateur, empreint de bonnes mœurs, voulait assimiler le racolage à l'outrage public à la pudeur et donc faire bondir la répression du simple racolage. Et il est du côté des femmes prostituées. Rien ne lui paraît évident. Prostituée égale à punir très sévèrement, l'équation ne lui va pas. Et c'est cette petite lumière qui interroge, qui m'intéresse et que je retiens dans cette présentation. Au soir de la pensée, qui publie en 1927, à la fin de sa vie, il écrit « L'ancien esclavage de la femme a perdu ses formes les plus brutales, mais la réalité de son émancipation profonde sont encore à venir. » Et ça, c'est quand même assez fort, même s'il sera de ceux qui vont dire piano sur le vote des femmes. Donc, ambiguïté, mais vision quand même sur la femme comme personne qui n'était pas répandue absolument à l'époque. Sur les juges, on ne peut pas dire que ce soit l'amour fou. Dans la mêlée sociale, le chapitre intitulé « Des juges », il les manque pas. Par exemple, vraie méditation de combat pour l'impartialité et pour la présomption d'innocence, quand il s'insurge contre les juges qui préfèrent le témoignage d'un seul policier contre le témoignage de 3 manifestants. Toute ressemblance avec des événements contemporains serait purement fortuit. Non, mais cette équation interroge. C'est peut-être le policier qui a raison, d'ailleurs. Mais
Voilà, il n'y a pas d'automatisme, et ça c'est fort, et ça vaut de l'or. Alors, il met en cause toujours le petit fait et les grands principes. Je ne connais pas les juges de Béthune, je ne connais pas le procureur de la République, mais je les devine trop bien. Ce sont de braves bourgeois, pas méchants dans le monde et dans leur famille, pas bien contents de leur sort, comme tous les humains, et très désireux d'avancement, comme tous les fonctionnaires. Et il retombe souvent sur ce mot, les fonctionnaires, en parlant des juges. Si vous voulez mettre en colère aujourd'hui des juges, vous leur dites vous êtes des fonctionnaires, vous faites sortir. Là, Clémenceau avait ce goût de la provocation, parce que je subodore que déjà en 1880, les juges n'aimaient pas trop se faire qualifier de fonctionnaires. Alors, il ne méprise pas les juges, mais il a une certaine méfiance, et quand la bulle médiatique, parce qu'il y avait des bulles médiatiques aussi en 1903, le juge Magnot, ce juge qui décide d'innocenter une femme qui avait volé un pain. Vous savez, ça a fait. Il y a un livre qui vient de sortir encore, Le Bon Juge. C'était Le Bon Juge. Et bien quand le juge Magnot avait fait son acte d'interpellation juridictionnelle en innocentant cette femme, Clémenceau avait eu un petit message. Pas explosant de chaleur, parce qu'il quand même il aimait bien les juges qui sortaient pas trop des normes, mais il va quand même, il salue ce juge qui a osé faire passer sa conscience et interpréter la loi de telle manière que le pauvre ne soit pas mis encore plus bas. Il est quand même dans la tradition, si on l'entend à travers ces écrits que j'ai relus pour préparer, enfin certains de ces écrits que j'ai relus pour préparer cette conférence, il est encore quand même dans le vocabulaire que j'ai entendu, moi, de grands préfets, de ministres de l'Intérieur, sur les 40 dernières années, en parlant des juges. Qu'est-ce que sont ces robins ou qu'est-ce que sont ces chafourés ? Ça, je l'ai entendu de mes oreilles de la part de hauts responsables. Je ne vous dirai pas ce que j'ai entendu de juges parlant de tel préfet ou de tel policier, ce qui était aussi fleuri. Et d'une certaine façon, ça me va assez bien que ça accroche. Quand on en sera au maillon après maillon, comme je disais tout à l'heure, ça serait dommageable. Il n'y a pas de risque avec Clémenceau. Il ne confondait pas un maillon à un autre, mais il plaçait les juges sous son regard, et ça l'amenait, cinquièmement, à avoir des idées sur le statut de la magistrature. Il avait bien compris l'importance, et c'est un membre du Conseil supérieur de la magistrature qui vous le dit, l'importance du dossier. Les magistrats, sous Clémenceau, ceux aujourd'hui, avancent avec des dossiers où il y a des évaluations, des appréciations. Et donc Clémenceau pointe la fragilité pour l'indépendance de la justice de cette évaluation faite par qui ? Par un garde des Sceaux, qui va être d'une couleur politique, qui peut... Alors heureusement, dans la durée, vous avez 20 évaluations avec des personnalités différentes, mais il mettait en garde sur les conséquences que pouvait avoir cet appel à avoir des bonnes évaluations, faire le beau pour avoir de bonnes notes, quand il s'agissait de justice. Et moi, j'ai lu Ségré, même s'il avait une conception qui ne passerait pas du tout aujourd'hui du rapport entre le garde des Sceaux, le gouvernement et les procureurs, il avait cette idée qu'il faut protéger la magistrature, non pas pour elle, mais pour chacun d'entre nous le jour où on a à passer devant elle. Donc, dans sa célèbre interpellation au Sénat du 22 juin 1917, il affronte son ancien ministre Viviani, qui est alors garde des Sceaux, sur la proportionnalité de la peine. Et il se moque, et ça c'est très contemporain, il se moque du ministre de l'Intérieur Malvy, qui a publié une instruction ordonnant au préfet, on est en 1917, de poursuivre les actes de pacifisme et d'anti-guerre. Et il se moque du ministre de l'Intérieur qui n'est pas fichu de faire respecter ces instructions. Il trouve qu'il n'y a pas assez de poursuites. Alors là, il faut s'arrêter un instant sur ce que ça veut dire dans sa conception du parquet, branche armée du gouvernement qui est chargée de mettre en œuvre les poursuites décidées par le gouvernement. La libre appréciation par le parquet dans le cadre de politique générale,
c'est pas une place absolument chérie par Clemenceau. Mais il a eu le mérite de penser la structure de la justice entre le politique, le garde des Sceaux et le gouvernement, et le parquet qui va saisir les juges. Ces trois acteurs ont chacun leur place. Clemenceau est un de ceux qui l'a pensé de manière assez autoritaire, mais qui avait au moins le mérite de différencier le rôle de chacun. Et l'indépendance de la justice commence par ces différenciations. Et enfin, il a une belle affirmation que j'ai trouvée dans ses écrits, qu'on pourrait appeler une déclaration qu'on peut opposer à toute loi anti-casseur qui viendrait ou reviendrait. Dans une période agitée, il écrit « J'ai cherché à situer la question et les hommes. Il ne s'est jamais agi de coffrer 1500 à 2000 individus sans savoir pourquoi, ni d'en faire un bloc sans choisir. » Et ça, c'est la revendication justement, d'éviter des rafles. La justice, c'est une question individuelle où chaque individu doit porter sa responsabilité. On ne prend pas comme ça 1500 personnes et c'est bon à méditer par les temps qui courent. C'est une très belle phrase que je pourrais mettre en exergue. Sixièmement, sur la justice militaire, alors ça c'est l'histoire d'un échec, c'est très intéressant. Il avait de bonnes raisons, le gouvernement Clemenceau, avec Clemenceau à la présidence du Conseil et Georges Picard sabré au sens propre et au sens figuré par l'institution militaire et la justice militaire. Il avait de bonnes raisons de réformer la justice militaire. Il y avait eu Gallifet, le sabreur de la Commune devenu le salut de Waldeck-Rousseau quelques années avant. Gallifet est tout à fait passionnant, comme Waldeck-Rousseau, avait essayé, après l'affaire Dreyfus, de réformer de fond en comble la justice militaire qui avait failli avec l'affaire Dreyfus. André, le général polytechnicien, avait lui aussi essayé, échec. On arrive à Clemenceau, avec Picard, cette extraordinaire nomination de Picard, l'homme poursuivi par toute l'armée qui devient son chef. Ça, c'était quand même formidable. Et donc, on va réformer la justice militaire. Mais là, c'est très intéressant. Le projet Picard s'engage, il ne connaissait pas trop la politique, il dit donc la loi va être votée. Le parlementaire dit c'est pas à toi, ministre, de dire si la loi va être votée. Elle sera votée quand on le voudra. Alors ça chemine à l'Assemblée, mais c'est bloqué au Sénat. Toute ressemblance avec des choses qui arriveraient aussi aujourd'hui serait purement fortuite. Et donc Clemenceau s'interroge. Entre-temps, il y a eu la révolte du 17e de ligne à Béziers, en pleine discussion de la loi sur la réforme de la justice militaire. Clemenceau, qui est quand même pour l'efficacité, se refroidit un petit peu sur la réforme profonde de la justice militaire. Picard, qui n'a pas trop compris, continue à penser que ça va être voté, mais bon. Et il est pris sous le tir de la gauche, Vaillant, Jaurès qui dit mais non, ça va pas assez loin, il faut supprimer la justice militaire, la passer totalement au civil, et ceux au Sénat notamment qui pensent que c'est une folie de ne pas faire respecter la discipline la plus stricte dans l'armée, et donc quand on est pris sous double feu et qu'on est même soi-même, je parle de Clemenceau, un peu moins convaincu qu'avant, eh ben la réforme de la justice militaire attendra. C'est un drame à la française, une réforme que tout le monde sait nécessaire et qui ne se fait pas. Il y en a eu d'autres, y compris en matière de justice, ces dernières années. Et peut-être enfin, un septième trait qui est d'une actualité aussi très forte, c'est la justice et la pression internationale. Le jour où j'écrirai mes mémoires qui n'intéresseront personne, je raconterai un ou deux épisodes de pression internationale sur la justice. Même entre la France et la justice, quand la France refusait une extradition, un bel arrêt du Conseil d'État sur la France qui refuse une extradition vers la Suisse parce que, pour de telles raisons. Donc les relations entre les démocraties ne sont pas simples, et puis quelquefois il y a des pressions qui ne sont pas du tout démocratiques.
et d'un État autoritaire qui veut que la justice française lui livre tel délinquant. Donc tout ce qui est extradition, tout ce qui est un mandat d'arrêt européen, mais l'extradition elle existait déjà au temps de Clémenceau, ces rapports, ces demandes de chefs d'État à chefs d'État qui disent « tiens, il faut punir un de mes ressortissants chez toi », ça, là, on voit le caractère. Et on voit la personne. Eh bien, Clémenceau a eu à protester dans l'Écho de Paris le 11 août 1897, quand il fait un article sur le sultan en justice. Il célèbre les juges qui ont transformé en accusé l'accusateur. Le tel sultan voulait obtenir une condamnation de littérature hostile à sa grandeur, et les juges ont dit mais non, vous avez massacré des gens chez vous, et moi, juge français, je ne vais pas me transformer en livreur de vos victimes. Et c'est un bel épisode, cet article du 11 août 1997, à l'époque de l'internationalité de la justice, vaut de l'or. La justice française regarde la vérité indépendamment des contingences internationales. Donc voilà, je crois que je vais bientôt m'arrêter. Il y a 3 quarts d'heure à peu près. Bon, alors, je conclus. Je conclus par un petit message qui n'engagera que moi et qui va peut-être vous paraître totalement artificiel. Clémenceau est multicolore. Il a choisi 2 gardes des Sceaux qui ne se ressemblent pas du tout. Le premier, Jean-François Edmond Guyot de Seigne, qui est le maire de Quinhat. Françoise Héritier, qui a écrit un beau livre sur les mots, cite comme exemple de mots difficiles la ville de Quinhat. Et elle dit comment vous prononcez Quinhat. Clémenceau était allé chercher le maire de Quinhat au fond de l'Auvergne comme garde des Sceaux. C'était un avocat, un homme de caractère abolitionniste. Puis après, ça sera Aristide Briand. Il a pris vraiment deux gardes des Sceaux très différents. Alors, si on le compare à nos gardes des Sceaux, et ça sera ma conclusion, je vous rassure, il y a du Pleven dans Clémenceau, avec sa loi de 1971 sur le racisme. Il y a du Badinter, je suis aussi résolument que jamais l'ennemi de la peine de mort. Il y a du Élisabeth Guigou, quand il rend hommage à la présomption d'innocence dans la dépêche du 26 mars 1900, je pense à la loi un siècle plus tard, du 15 juin 2000, loi de dépêche 1900, 15 juin 2000, la loi sur la présomption d'innocence, qui est encore en application ici. Il y a du Rachida Dati, quand il affirme son sentiment que la justice est le bras juridique de l'État par le parquet, et que le parquet est le soldat du droit, c'est une conception qui se défend, qui n'est pas celle en vigueur actuellement, mais j'y vois des correspondances. Il y a du Madame Taubira, avec la loi de juillet 2013 qui interdit les instructions ministérielles dans des affaires individuelles, quand il dit que le parquet doit rester dans le cadre d'orientation générale, mais qu'il peut plus ou moins avoir une appréciation. Il y a du Madame Taubira encore sur l'anticolonialisme. Là, il se distinguait vraiment de son époque, vous savez son combat contre Ferry, mais tout ce qui était justice coloniale, mesures liées à la colonisation, il se raconte. Il y a du Mitterrand dans sa mémoire et la fermeté contre ses adversaires. Le président Mitterrand se souvenait de quelqu'un qui, il y a 40 ans plus tôt, lui manquait de politesse. Eh bien, Clémenceau, c'est un peu la même chose. Il se souvient de tel ou tel magistrat ou de tel ou tel homme politique qui pourra faire condamner comme Caillot. Il y a du Père Ben, qui a marqué son ministère par la séparation entre les procédures normales et les procédures spéciales de grande criminalité, avec ce que Clémenceau a fait sur la police judiciaire spécialisée dans les grands fléaux. Il a déjà montré cette capacité de la justice de changer de vitesse quand le fléau le mérite. Si vous me permettez une appréciation personnelle, il y a du monsieur Dupond-Moretti dans le sentiment ambivalent vis-à-vis des juges. Je n'en dis pas plus. Il y a du monsieur Méhaignerie sur l'indépendance et la responsabilité professionnelle des parquets, de manière organisée, de manière juridique.
Il y a du Jean-Jacques Urvoas sur la raison d'État. Vous vous souvenez qu'avant d'être garde des Sceaux, M. Urvoas avait fait la loi sur le renseignement, avait travaillé sur la raison d'État. Donc on peut trouver comme ça des héritages lointains de Clémenceau. Et je terminerai en disant que dans je citerai un de ses derniers articles, 1er octobre 1896, dans la Dépêche, il critique un juge d'instruction de Nice qui a fait arrêter un certain monsieur Paul pour un détournement de fonds. Il l'a amené jusqu'à Nice alors qu'il était complètement ailleurs. Et là, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. C'est un homonyme qu'on a arrêté. Et la justice dit à M. Paul, bah oui, désolé, on vous a arrêté, on vous a ramené de Lille à Nice, mais c'était pas vous, bonsoir. Et voilà, M. Paul qui se retrouve à Nice sans rien, sans ressources, etc. Eh bien, je pense que la grandeur de Clémenceau en matière de justice, sans influer sur la décision de justice, aura été d'animer des débats qui sont encore aujourd'hui, de Dreyfus à de petites choses, être capable de passer de l'institutionnel à M. Paul. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Vigoureux, pour cette passionnante conférence. Vous nous avez nourri, vous avez enrichi sur la philosophie de Clémenceau et de la justice. Alors moi j'aurais une question. Et si Clémenceau avait été avocat, selon vous, qu'est-ce qu'il aurait pu réaliser ou faire ou réformer ou essayer? Je serais tenté de vous répondre qu'il l'a été, même s'il ne l'a pas été. Mais dans les qualités que chacun lui reconnaît, au milieu de d'autres défauts aussi forts, il y avait la fidélité à la cause. Et quand on choisit un avocat, je préfère qu'on puisse être sûr de sa fidélité. C'est-à-dire, s'il ne veut plus vous défendre, il vous dit non, je ne peux plus vous défendre. Mais s'il vous dit vous défendre, il ne va pas vous enfoncer. Il y a la fidélité, il y a l'art du questionnement et du soulignement des contradictions. Il y a l'art de se servir du juge jusqu'où le juge peut servir et dire stop quand il faut passer à une défense de rupture. Et il y a la conscience du caractère indispensable de la justice malgré toutes ses imperfections. Et donc, il y a enfin le commerce très courant avec les avocats. Il ne faut pas oublier que la réforme sur la justice militaire, que Clémenceau a honnêtement tenté, le rapporteur en était Laborie. C'est-à-dire l'avocat de Dreyfus, qui avait été élu pendant une législative. Et donc, Clémenceau savait ce que Picard et Clémenceau devaient à Leblois, qui a été un des grands défenseurs de Dreyfus. Donc, il croyait aux avocats. Et ça, c'est déjà une vertu. Donc, je ne sais pas s'il aurait pu être uniquement avocat, mais il avait toutes les qualités pour l'être. Tout ça, c'est ma vision personnelle qui n'engage que moi. D'ailleurs, les ministres, les deux seuls que vous n'avez pas cités, c'était des ministres. Enfin, vous avez cité le dernier, mais les gardes des Sceaux avocats, Clément Aquégemin. Oui. Oui, j'ai pas cité tous les. Il y a d'autres gardes que j'ai pas cités. Est-ce que ça fait des bons gardes des Sceaux, les avocats? On pourrait dire les magistrats. Moi, je pense que, et je défends l'idée que libérons-nous des attachements professionnels dans les mandats de ministres. Je pense qu'il faut que le ou la ministre soit homme ou femme politique. Et s'il est du milieu, ben très bien. S'il n'est pas du milieu, pour moi, c'est indifférent. Je pense qu'être du milieu est quelquefois même un peu plus compliqué. Mais
garde des Sceaux avocat, c'est très bien. Garde des Sceaux magistrat, pourquoi pas. Mais il peut être professeur industriel ou coureur à pied.